les sombres obstacles qui se dresseront entre lui et le paradis. À présent, suivez Toutankhamon dans son voyage vers l'au-delà. Admirez les objets magnifiques placés dans ce tombeau pour le protéger contre les forces surnaturelles. Rencontrez les créatures qui le menacent et les dieux qui assurent sa protection. Les destins de deux hommes, que 3000 ans séparent, convergent. Howard Carter devient l'égyptologue le plus réputé au monde et Toutankhamon devient immortel. Il est désormais le plus célèbre de tous les pharaons, celui dont le nom vivra à jamais. Et ça nous amène immédiatement. Et merci vraiment aux organisateurs devant la statue du musée du Louvre. Jusqu'à Julie. Pour Vincent, c'est toi qui nous fait. Il est le spécialiste de Toutankhamon. Je me demande, monsieur le ministre, le ministre des Antiquités n'est pas en train de me mettre devant un des challenges les plus importants de ma carrière. J'en ai pas encore conscience. John Norman, de IMG. Ah, très bien. Nice to meet you. Nice to meet you too. Vous avez toute l'équipe aussi qui a produit avec nous cet événement. Ok, can go. Ok, Vincent, je crois que... Comment allez-vous? Peut-être John peut faire un small speech about the introduction about the exhibition, then Vincent will give the explanations. Sure, would you like to explain how we started? Sure. Explain. Yes. Sure. So here we have the intro theater. We bring in about 80 people at a time, and they watch 4-minute film, which gives everybody like the starting point, so they know what they're going to see, what they're going to learn. It's just great because you have all these people with different levels of knowledge on the subject. And so they watch the 4-minute film, then they go into the exhibition, and then the next group comes in. So it's a great way to keep the flow, because we're anticipating so many people, that it's a great way to monitor the flow of the exhibit, and so it's not too full at one time. So I hope you enjoy it. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, l'homme meurt 2 fois. La première fois lorsque son âme quitte son corps, et la seconde fois à la mort de la dernière personne à avoir prononcé son nom. La vallée des rois, lieu de sépulture des pharaons d'Égypte de l'Antiquité. « 1922. Dans la vallée des rois, Howard Carter poursuit intensivement ses recherches. Originaire d'Angleterre, il travaille en Égypte depuis plus de 30 ans. Embauché à 17 ans en raison de ses aptitudes artistiques, il ne tarde pas à tomber amoureux de l'Égypte et de son histoire. Il participe à de nombreuses fouilles archéologiques et grâce à son travail acharné et à sa détermination, il devient un égyptologue respecté. La découverte d'une coupe inscrite du nom de Toutankhamon convainc Carter que la tombe de ce roi méconnu gît quelque part dans la vallée et qu'elle n'a peut-être pas été visitée par les pilleurs ou les explorateurs. Qui est venu là
on a organisé ça avec les autorités égyptiennes pour accueillir le public. Il y a à la fois le musée, évidemment, un des plus anciens musées d'Europe, et puis qui vient accueillir cette exposition moderne d'aujourd'hui, voulue par le ministère des Antiquités égyptiennes. Elle a été revue par Mariette à Karnak, cette statue, par Auguste Mariette, et elle a ceci d'extraordinaire pour parler de Toutankhamon, qu'elle conserve le visage intact du dieu Amon, puisque vous savez que son père, Akhenaton, et sa mère aussi, Néfertiti, elles étaient deux dans l'opération, avaient passé tout leur règne à vouloir supprimer les cultes anciens, en tout cas modifier complètement leur système, pour mettre le seul, puisque ce n'est Aton, Dieu qui doit être seul adoré. Et Toutankhamon s'est retrouvé à cette période pivot, il lui a fallu rétablir le culte au dieu Amon. Il a dû subir tout l'appareil d'État autour de lui, non seulement les prêtres, mais les généraux d'armée, etc., etc. Et cet enfant roi est devenu l'instrument de l'établissement du règne du dieu Amon. Et voilà, avec ce visage intact, alors ça a quelque chose de paradoxal parce que la tête du souverain, elle a disparu, elle a été décapitée. Mais pas que la tête, les bras également. Vous voyez que les deux bras du dieu, ce qui paraît assez sacrilège, sont cassés également. Il s'agit de briser le rapport magique voulu par les sculpteurs entre la protection divine et le protégé du roi. Et du coup, en cassant les deux bras, on supprime ce rapport magique de protection. C'était dit dans le petit film, plein de magie, c'est exact. Derrière, les hiéroglyphes martelés du nom du roi, sauf celui du dieu Amon, bien sûr, parce que, et ça c'est ce que, bon, on utilise le latin, la damnatio memoriae, on a voulu effacer la mémoire de Toutankhamon. Et tout le paradoxe avec lequel on a rendez-vous aujourd'hui, ben, c'est qu'on vient voir le pharaon Toutankhamon en pleine lumière, alors qu'il était destiné à passer aux oubliettes de l'histoire. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de séduction dans ce phénomène-là auprès du public. On a trop parlé de cette statue du Louvre. Elle accueille parfaitement. Voilà, elle était là, elle est là en ambassadeur. Chassé, blessé, et qui se retourne, qui tire la langue, un signe qu'elle est en train de passer l'arme à gauche. Voilà. Je trouve que là, de cette époque-là, c'est vraiment ce qui fait les beautés de l'art sous l'époque de Toutankhamon. Et là, l'exposition permet de le voir. C'est un fauteuil quand il était enfant. Enfin, il est monté sur le trône à 8 ans, mais c'est un fauteuil qui pourrait convenir à un personnage, à une personne de taille normale. Ah oui? Et là, c'est du mobilier qui vient encore une fois de la garde-meuble. Oui, donc Du garde-meuble, pardon. était... Voilà, donc on va trouver des mobiliers de différentes tailles, etc. qui vont, si on les prend trop au pied de la lettre, il peut y avoir des hypothèses qui se mettent en branle. Le schéma, voilà. Ça c'est la façon qu'avaient les Égyptiens non pas de jouer, mais d'intégrer constamment leur écriture à tous les éléments de la vie. Donc là, c'est le nom là inscrit. Voilà, de Toutankhamon. Son nom de naissance. Voilà. Et dans des matériaux tous plus précieux les uns que les autres. D'accord. L'image vivante d'Amon, du souverain de son Pour comprendre la civilisation, c'est à quoi servait. Il y a des lits qui sont funéraires, on le sait tout de suite, parce qu'ils ont on les voit représentés sur les parois également, et on peut les... Mais il y a des tas de lits qui appartiennent à la vie courante. Et là, évidemment, quand on voit que ce canage, par exemple, est contemporain du trésor, ça devient très émouvant. Personne ne peut se retenir de cette émotion. Et donc, celui-là, c'est donc un livre de la vie courante. Voilà. Monsieur Rondeau est membre du consortium européen qui
travaille sur la rénovation de l'ancien musée de la place Tahrir, l'ancien musée du Caire, avec 5 musées européens. Dans l'Égypte ancienne, parce qu'ils en ont placé des quantités considérables dans leur tombe. Pour plusieurs choses. Pour pouvoir aller pêcher sur la mer, c'est une chose. Aller pêcher la nourriture, les poissons qui vont permettre la survie pour l'éternité. Mais aussi pour des pèlerinages dans des villes saintes, je pense à Milos. Mais aussi pour des voyages astraux dans le cosmos. Et ces barques-là, celle-ci par exemple, à l'évidence, mais là vous avez une scène tout à fait rituelle qui représente le pharaon sur son char en train de chasser ces mêmes autruches. C'est à la fois pour le représenter, dans un rôle de chasseur, au sens comme dans nos monarchies, mais c'est aussi pour le représenter dans son rôle de maintien du cosmos. Là encore, c'est un bouclier d'apparat, dirions-nous. C'est un bouclier rituel. Voilà, il est là pour la fonction qu'il représente. L'objet a une fonction. Et d'ailleurs, c'est un texte là qui raconte les succès de victoire du pharaon, puisqu'il est représenté là, dans ses traits tout à fait enfantins, en train de terrasser 2 lions, qu'il tient par la queue et il en fait. Et tout ça, évidemment, c'est très, comment dire, très de l'époque et très proche-orientale. On a cette imagerie dans toutes les cités. Voilà, par exemple. Et là, vous voyez, on a vu le flabellum tout à l'heure, il y a des motifs comparables, identiques avec les chiens et les mastodontes d'infini, on va appeler les chiens. Mais c'est une chasse, c'était un luxe. On a compris l'intuition de ces animaux. On en est tout à fait classique avec ses sceptres, avec sa calotte comme ça. Et Memphis était la capitale de l'Égypte, c'est un des dieux majeurs de l'Égypte. Donc c'est 4 vases dans lesquels on conserve les viscères du momifié. Ah oui. Vous savez, on extrayait 4 des viscères. Et voilà comment on a fait dans le trésor de Toutankhamon pour conserver, momifier ces viscères. Ce petit sarcophage, les Américains disent coffinette, était à l'intérieur d'un vase dans un engin en albâtre carré, avec des bouchons qui étaient 4 fois répétant le visage du roi, le tout fermé par un couvercle comme ça, et placé dans un objet, dans un des plus beaux objets du trésor de Toutankhamon, qui est protégé par 4 déesses qui vous tournent le dos, et qui de leurs ailes protègent les angles du truc. Et elles tournent la tête sur le côté, c'est sublime, et on le voit. Là, alors oui, voilà, merci Jean-Luc de m'imposer un sujet. Le trésor est fait de briques de bronze. Il n'y a rien de méprisant dans ce terme, c'est-à-dire que quand il a fallu enterrer ce pharaon dans des circonstances très rapides, on a dû prendre avec soi, enfin le matériel, regrouper le matériel rituel prescrit par d'autres. C'est une des grandes originalités de l'exposition que d'avoir choisi son parti de présentation, de commissariat, en décidant d'exposer ces objets-là qui étaient ceux qui étaient au plus proche de la momie sur une restitution du corps. Et vous pouvez voir du coup, dans leur position rituelle, dans leur fonction, leur usage, les objets qui étaient chargés d'installer la première protection du pharaon. Il y avait quelques amulettes à l'intérieur des bandelettes, mais là, on est dans ce début d'arsenal de protection qui se met en place. On nomme le roi pour que l'âme reconnaisse à coup sûr son propriétaire. On le protège avec des textes qui sont là, avec des images qui sont autant d'amulettes. Hein. Tout ça, c'est... En effet, ça donne l'impression d'être des bijoux, mais à chaque fois, il y a des cobras avec des disques solaires, etc. Les sceptres du pharaon. Eh oui. Les sceptres du pharaon, les 2 sceptres, hein, le sceptre Heka et le fouet Nehara, qui sont depuis les origines la symbolisation du pouvoir du pharaon.
Regardez ce collier avec un scarabée, le soleil qui va renaître, qui est là en premier talisman. Ça c'est magnifique aussi, on l'a vu s'envoler tout à l'heure, c'est l'oiseau Ba. Ba, ça veut dire l'âme, c'est l'âme de Toutankhamon, à qui on montre. Là. S'il vous plaît. Non, mais moi ce que je veux c'est la fin avec le reste. Alors là, vous avez un des numéros d'inventaire du musée du Caire. 59 861. On les reconnaît tout de suite comme étant du musée du Caire. Ils sont pas, il y a des codes de couleur. 160. Une des très rares statues de Toutankhamon a commencé par une de celles de la collection du Louvre, finit par une de celles dans les collections du musée du Caire, trouvée non pas à Karnak, mais de l'autre côté, à Medinet Haram. Surtout connu pour le temple funéraire de Rome. Et donc, au bout de 20 ans, pareil, comme ça, il avait un petit peu. Lui, comme il est mort jeune, il ne pouvait pas enlever son La découverte eut lieu après que le cerveau passant, un jeune porteur d'eau égyptien membre de l'équipe de Carter a trouvé une marche sculptée dans la roche de la vallée. Les hommes de Carter mirent à nu l'escalier, le trouvèrent le tombeau scellé. 2 semaines plus tard, à l'arrivée de Mount Carmel, les hommes fracturèrent la paroi qui scellait le tombeau et trouvèrent celui-ci presque intact et foisonnant de trésors. La nouvelle de cette découverte suscita l'intérêt du monde entier. Du jour au lendemain, Toutankhamon devint une véritable sensation. La presse déclara que samedi matin.